Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là, très nombreux pour cette journée d'études en l'occasion de notre 40e anniversaire. Je m'appelle Myriam Cloutier, je travaille à la revue Relations comme éditrice et rédactrice et j'aurai l'honneur et le plaisir de commencer cette journée pour le premier panel. Cette première activité de la journée s'intitule « La vie avant les profits, les luttes citoyennes de Rouyn-Noranda à Hochelaga-Maisonneuve ». Donc, c'est une rencontre toute particulière parce qu'on va avoir l'occasion de s'intéresser à deux luttes citoyennes, qui sont des luttes environnementales, qui sont des luttes sociales également, qui sont des exemples de mobilisation très intenses, très vivantes, très foisonnantes et très inspirantes. Donc, c'est ça, on va avoir l'occasion d'explorer les différentes situations qu'on va vous exposer aujourd'hui. Donc, nous avons la chance d'avoir à cette table Anaïs Hood et Estelle Grandbois-Bernard, qui sont co-porte-parole de Mobilisation 6600. Et également Isabelle Fortin-Rondeau, à ma droite, militante de Mères au front de Rouyn-Noranda. Et je les remercie beaucoup d'être là parmi nous aujourd'hui pour participer à cette rencontre toute spéciale et aussi pour les échanges qu'on aura par la suite. Merci beaucoup. Donc, on va parler dans ce panel de formes d'écologie qui s'appuie sur le rapport aux lieux habités, sur l'attachement au territoire, sur l'attention à porter aux milieux de vie qui sont à protéger et les milieux de vie également, mais les communautés aussi qui y habitent. Donc, c'est une attention qui est dans une perspective de care, qui est dans une perspective aussi, vous allez voir, résolument anticapitaliste. Dans ce panel, donc, on va se demander comment faut-il pour s'organiser contre une multinationale comme Glencore à Rouyn-Noranda et le dossier absolument scandaleux de sa fonderie Horn, ou alors contre les avancées d'un projet comme celui de Raymond Logistique dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, deux situations qui actuellement suscitent beaucoup d'inquiétudes pour les citoyens et citoyennes qui habitent ces lieux. Et davantage aussi. Donc, dans le premier cas, à Rouyn-Noranda, comme vous le savez peut-être, on parle de haut taux d'émission d'arsenic et d'autres contaminants qui empoisonnent toute la population de Rouyn-Noranda, mais aussi qui ont des impacts pour la faune et la flore à des dizaines de kilomètres autour de la ville. Donc, des taux d'émission qui outrepassent les seuils, les normes environnementales et les normes gouvernementales qui sont fixées. Et ça, justement, avec l'ultra-permissivité de l'État québécois. Dans le second cas, on a une plateforme de transbordement de conteneurs qui menace de détruire des boisés, des terrains vagues. Et ça, c'est des espaces, des milieux de vie, des lieux de fréquentation qui sont hyper précieux pour les citoyens du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et on sait, le quartier Hochelaga-Maisonneuve fait partie des plus pauvres de la ville, mais aussi des plus minéralisés. On parle d'une faible canopée, donc les espaces verts, selon toute logique, normalement seraient à protéger, mais surtout dans un contexte de crise climatique, mais là, ils sont menacés d'être détruits. Puis ça a aussi des impacts sur la santé des riverains, de la population du quartier, avec des émissions possibles, des risques d'émissions de CO2, des poussières fines, d'autres gaz. Donc, ça, c'est pour vous donner quelques faits saillants des dossiers, mais on va aller dans les détails tout à l'heure. Donc, c'est deux cas de lutte citoyenne qui sont contre des injustices environnementales et qui montrent que les milieux à défendre sont inscrits aussi dans des rapports de domination d'exploitation qui se produisent à l'échelle de l'économie globale. Donc, ça soulève tout un tas de questions. Comment habiter dans des mondes qui sont façonnés ou fortement perturbés par des logiques de profit? Aussi, comment organiser des modes d'organisation qui peuvent changer profondément notre manière d'habiter la Terre. Donc, c'est le thème de la journée. On va pouvoir explorer ça à travers des cas précis de lutte. Donc, comment imaginer des manières d'habiter la Terre qui soient égalitaires, donc plus solidaires aussi, et non dans des rapports de destruction.
Donc, ce sont des enjeux qu'on va aborder tout au long de la discussion de ce premier panel, qui va durer 1h30. C'est supposé durer 1h30. J'espère qu'on va avoir le temps de faire au complet. Et donc, chacune des présentations va durer 30 minutes, et ensuite, il y aura une période d'échange, bien évidemment, par la suite. Donc, on va commencer par le premier cas, qui est Raymond Logistique. Je vais vous présenter sans plus tarder nos deux panélistes qu'on a la chance d'accueillir. Donc, premièrement, Anaïs Hood, qui va nous parler. Donc, elle est écoféministe passionnée de biodiversité et mère de 3 enfants. Elle met en application ses formations en écologie et en urbanisme, ainsi que son expérience en éducation relative à l'environnement à travers son implication militante et sa vie de famille. Elle s'implique dans son quartier, Hochelaga-Maisonneuve, et s'intéresse aux manières de mettre en œuvre la justice environnementale. Je vous présente aussi Estelle, qui va enchaîner ensuite, après la présentation d'Anaïs. Donc, Estelle Grandbois-Bernard, elle habite également le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Elle milite pour la justice sociale et environnementale. Elle est doctorante en sociologie et chargée de cours en design de l'environnement. Elle s'intéresse aux lieux et aux images qui interroge nos manières d'habiter. Elle est aussi mère de 2 enfants. Alors, chacune d'entre elles va avoir 15 minutes et je vous laisse la parole. Bon, alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci pour l'invitation, Myriam. Donc, on est Mobilisation 6600 Parc Nature merci Hochelaga-Maisonneuve. Et puis, dans le fond, c'est un mouvement. Ici, on a... C'est bon, merci. On a une photo d'une de nos manifestations qu'on a choisie pour reprendre un peu le sujet du panel, la vie avant les profits. Nous, on avait choisi le slogan « Leurs profits nous polluent la vie ». C'est exactement ce qui arrive chez nous, dans notre quartier, et aussi à Rouyn-Noranda. J'étais vraiment heureuse de faire partie du même panel que les maires au front de Rouyn. Fait que voilà, on peut commencer la présentation. Oui, voilà. Notre territoire à défendre, ça a été mentionné, c'est un terrain vague. Ça peut avoir l'air pas très important. Pourquoi est-ce qu'on met tant d'énergie à protéger un terrain vague? Il faut comprendre qu'il est immense, déjà. Il est vraiment très, très, très grand. Et que ce sont plusieurs terrains qui ont tous un passé industriel, mais aussi qui ont été abandonnés donc, dans les cycles économiques infinis de valorisation et destruction des terrains. La désindustrialisation a fortement touché ce secteur de la ville et donc la nature a repris ses droits, comme on dit. Donc nos terrains sont vraiment magnifiques, merveilleux. Pour beaucoup de gens, c'est le seul accès à la nature disponible, accessible. C'était mon cas. Moi, j'ai commencé à fréquenter ces espaces-là pour le plaisir de marcher dehors dans un beau terrain. Et c'est pour ça que je les aime autant et qu'ils sont aussi importants. Puis ensuite est arrivé le redéveloppement industriel de notre secteur et qui a fait peur à beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le terrain vague ou qui ne l'appréciaient pas, mais qui ont eu peur des projets industriels qui allaient se développer et les gens ont décidé dans le quartier de s'organiser un peu. Fait que voilà, on peut... voilà. Fait que voilà, la ville de Montréal... en très grand avec les îlots de chaleur en rouge, évidemment. Puis si on rapproche avec la prochaine image, c'est dans le fond la concentration de notre zone industrialo-portuaire. En fait, le port de Montréal qui accapare la totalité des berges dans notre secteur. Le port de Montréal, c'est plus que Merci Hochelaga-Maisonneuve, mais c'est tout Merci Hochelaga-Maisonneuve. Fait que c'est 27 km de berge complètement accaparés par cette industrie-là. Et autour de ça, beaucoup d'industries. Et donc, dans notre secteur, ce qui est mis de l'avant, c'est évidemment la logistique de transport. Puis là, on a un petit espace vert. Et c'est notre terrain vague, c'est nos boisés, nos marais, nos friches, nos prairies, les endroits tellement importants. Fait qu'on peut changer encore la photo. Pour faire un historique du secteur, suivante. Dans le fond, il y a un passé très agricole. Merci Hochelaga-Maisonneuve, c'était d'abord
des villes éloignées de Montréal, dans un passé lointain. Donc, c'était très, très agricole. C'était un endroit aussi qui avait été choisi. Donc, les riches familles du centre-ville avaient leurs terres agricoles à l'extérieur de la ville, qui était donc dans Longue-Pointe, donc notre secteur. Fait qu'il y avait plusieurs grandes fermes. Cette peinture-là a été réalisée vraiment au bord, dans le fond, de ce qui est aujourd'hui la rue Notre-Dame, en regardant vers le fleuve. Fait que c'est vraiment le terrain où on se situe. Et on voit un petit pont, c'est un ruisseau qui passait à cet endroit-là. Et des maisons. Fait qu'en tout cas, c'est un très bel endroit. Ça a même été choisi par les familles de l'Ouest pour faire des soins de santé. Donc, il y avait des villégiatures où les gens allaient faire des retraites loin du mauvais air de la ville. Ils venaient se ressourcer là. On en est loin aujourd'hui puisqu'on a une horrible qualité de l'air. Mais on peut changer d'image. Donc, par la suite, ces grandes familles riches-là ont développé des industries sur leur terrain. On parle des familles Molson, par exemple. Et donc, ont développé des entreprises, des industries. Puis, entre autres, la plus grande entreprise qui a été pendant plus d'une centaine d'années là, sur le site, c'était la Canadian Steel Foundries. Une des plus grandes fonderies, la plus grande fonderie au Canada, où on pouvait faire aussi les plus grandes pièces. Donc, c'est là qu'ont été fondus, par exemple, les pales hydroélectriques des premiers barrages d'Hydro-Québec. Fait que c'était le seul endroit qui pouvait manufacturer des si grandes pièces et aussi les transporter, parce qu'il y avait les chemins de fer, évidemment. Fait qu'on peut changer encore. Donc, c'est l'industrialisation. Puis, il y a eu le déclin industriel, fin 90, début 2000. Toutes les usines se sont mises à fermer peu à peu. Et elles ont été détruites même, en laissant des terrains abandonnés, le terrain vague, qui a pris le nom à un moment donné de Wasteland, qui est un endroit un peu dégueu, pas très recommandable. Puis, à mesure que la nature reprenait ses droits, c'est devenu le terrain vague, puis c'est devenu les forêts, les parcs qu'on s'est mis à aimer puis à fréquenter. Donc, il y a eu l'arrêt des... Puis, en même temps, il y avait la planification un peu. Donc, quand les usines ont fermé, même un peu avant, la ville planifiait le logement autour de ces endroits-là. Et c'est aujourd'hui un des plus grands conflits, puisqu'ils veulent réindustrialiser des endroits en argumentant que ça a toujours été industriel. Mais pourquoi construire des bâtiments si proches? Puis là, évidemment, c'est des coopératives d'habitation, dont une qui est réservée pour les personnes en situation de handicap, fait que c'est des logements adaptés, des gens qui ne peuvent pas quitter leur endroit, qui ne pourront pas se reloger à d'autres endroits. Fait que c'est des gens qui sont aussi vulnérables. Les belles maisons des riches de l'époque qui venaient se ressourcer sont restées des lieux de santé, fait qu'il y a aussi un CHSLD qui est là depuis toujours. Fait que c'est des gens vulnérables qui habitent vraiment à très grande proximité de ce lieu-là. Puis ça c'est pas pris en considération dans la réindustrialisation du secteur. Puis je le redis, là, on m'a reproché, là, à la ville, ils n'aiment pas qu'on parle de réindustrialisation du secteur, mais il faut le dire, c'est quand même une réindustrialisation. Donc, on peut échanger encore. Oui, voilà. Fait qu'avec le déclin de l'industrialisation, c'est la naissance de ce qu'on aime appeler notre parc nature, qui n'en est pas un dans les faits, mais qui en est un dans nos usages et dans nos cœurs. Ça, c'est des photos d'une plantation qui ont eu lieu il y a 3 ans, mais la fin de semaine derrière, on a fait une nouvelle plantation encore. On continue de prendre soin de ces espaces-là du mieux qu'on peut. Puis, on a cru un peu que c'était un endroit qui appartenait à personne. C'était d'ailleurs un slogan, le terrain vague n'est à personne. C'était comme un endroit où tout le monde pouvait aller. Il y avait des usages très libres, des lieux où on pouvait faire des activités qui sont permises nulle part ailleurs à Montréal, laisser courir son chien, faire un feu, faire des activités qui ne sont pas normalement incluses dans les milieux urbains. Et puis, c'est pour ça que c'est si important pour les gens de notre secteur. Puis, on peut changer. Dans le fond, ces usages-là sont mis en péril par la réindustrialisation. Donc, j'ai mis des conteneurs, puis notre nouveau slogan, la friche à défendre. C'est ça. Donc, le projet de Raymond Logistique s'inscrivait dans un beaucoup plus grand projet qui était la Cité de la logistique. Heureusement pour tout le monde, ce projet horrible a été abandonné, mais dans la nouvelle mouture qui était finalement juste un peu greenwashée, qui était l'écoparc industriel de la Grande Prairie, mais qui conservait un peu les mêmes volontés, mêmes projets industriels.
Heureusement encore, ce projet a aussi récemment été abandonné, grâce à nous quand même, disons-le. Mais reste à savoir ce qui suivra. C'est pas encore très clair, donc on reste vigilant. Malgré les certaines victoires, il faut rester très vigilante de ce qui s'en vient parce que les nouveaux projets ne seront pas nécessairement mieux que les anciens. On peut changer encore. Oui, j'ai mis un peu comme en superposition là, une carte actuelle puis une carte ancienne où on voit le tracé de l'ancien ruisseau, le ruisseau de la Grande Prairie ou le ruisseau Molson. Fait qui part de très loin dans le nord de l'arrondissement, puis qui suit vraiment tout Mercier, puis qui descend dans ce secteur-là. Puis, on arrive vraiment à la fin, où juste au moment de se jeter dans le fleuve, il commence à faire beaucoup de méandres. Fait que ça a toujours été, ça s'appelait la Grande Prairie, parce que ça a toujours été des zones inondables, donc des milieux ouverts, avec des grandes variations selon les saisons d'eau. Et il y a des photos anciennes d'inondations assez incroyables là, il y a une centaine d'années. Mais encore aujourd'hui, quand il pleut beaucoup, c'est des zones un peu éponges. C'est comme à la mode, là, maintenant la ville veut faire des parcs éponges. On est comme, oui, on le sait, ça a toujours été des milieux importants. Arrêtez de les asphalter, s'il vous plaît. Nos éponges naturelles. Fait que les marais, évidemment, les prairies humides, les étangs vernals, il y a tout ça dans nos terrains, puis c'est toutes des choses qu'on essaie de protéger puis le mieux possible, puis de prendre soin. Fait qu'on peut changer encore. Oui, dans le fond, rapidement, là, c'est des lieux de biodiversité où on s'est fait reprocher en fait qu'il n'y en avait pas, qui ne méritaient pas d'être protégés parce qu'il n'y a pas d'essence noble. On est comme, qui décide c'est quoi une essence noble? Les forestières qui veulent couper, comme on n'a pas besoin d'avoir des essences nobles. Puis il n'y a pas non plus d'espèces rares. Fait que, ce qui est aussi d'emblée plus facile à protéger. Fait que nous, on a juste une faible valeur écologique. Et c'est là-dessus aussi, j'aime beaucoup aborder cet enjeu-là parce que, en fait, une diversité écologique, c'est toujours une diversité écologique. Il n'y a pas de faible ou forte, elle doit être préservée. Donc, la diversité biologique, c'est la diversité des gènes au sein d'une espèce, la diversité des espèces au sein d'un milieu, puis la diversité d'un milieu au sein d'un territoire. Et en ville, on a très peu de diversité de milieux. Et alors, dans notre terrain vague, on a étonnamment une grande diversité de milieux. Mais comme il n'y a pas les espèces ou les essences qui vont être facilement exploitées ou protégées, on a toujours été balayé comme étant sans valeur. Puis ça, c'est vraiment un discours qu'il faut changer. Dans le fond, une diversité du vivant est toujours souhaitable. Il ne faut pas... on est rendu à défendre l'ordinaire. On ne peut plus juste défendre l'extraordinaire. Il faut vraiment défendre l'ordinaire de tout ce qui est déjà présent, doit être préserver, puis peut-être ensuite on pourra penser à améliorer ou valoriser, mais préserver d'emblée. Puis là, je mets cette magnifique image qui est le terrain vague que j'ai connu, moi, qui était l'endroit où j'aimais aller me promener, qui ressemble plus du tout à ça aujourd'hui. On peut passer à la prochaine photo. Je regarde pas, moi, ça me fait de la peine encore. C'est le terrain de Raymond Logistique, donc seulement 8% de son terrain a été asphalté, mais tout le reste a déjà été arraché, bulldozé et remblayé aussi, puisque ce beau ruisseau tente à tout moment, toujours malgré la canalisation, tente de ressurgir dès que c'est possible. Donc, voilà, le terrain de Raymond Logistique, c'est ça. Raymond et son monde, lui, ce qu'il fait, c'est des conteneurs, évidemment, c'est de la containerisation de marchandises en vrac. Dans le fond, c'est du vrac alimentaire. Puis, il y a comme, c'est un peu bien vu, en fait, de faire du vrac alimentaire puis d'envoyer de la nourriture partout sur la planète, mais il faut comprendre aussi, ça a été mentionné un peu dans cette économie globalisée-là, c'est très destructeur comme manière de faire fonctionner les choses. Par exemple, Raymond Logistique fait du lobbyisme, de la représentation auprès de tous les décideurs de tout le Canada pour que tout ce qui est produit dans les prairies transite à Montréal par son site de transbordement pour s'en aller partout sur la planète. Mais ça, c'est des monocultures, c'est la perte complète d'autonomie alimentaire, c'est des déserts alimentaires dans nos régions pourtant productrices, parce que tout ce qui va être produit va être aussitôt expédié ailleurs.
Fait que c'est un appauvrissement de nos ressources à nous, c'est de l'extractivisme alimentaire dans ce cas-là, je veux dire. Et puis, ça a des impacts vraiment très, très dangereux. Raymond Logistique a déjà dit, grâce à moi, le petit gars de Saint-Hyacinthe pourra envoyer son soya partout sur la planète. C'est pas quelque chose qu'on devrait valoriser comme société, c'est quelque chose à laquelle on devrait s'opposer comme groupe, comme voilà. Fait que, donc, voilà, j'arrive au bout de mes minutes, puis je termine avec une belle photo de la ville, en fait. C'est Montréal, on reconnaît le centre-ville, on reconnaît la montagne, puis plus proche, vous voyez les coopératives dont je parlais au centre, des anciennes industries qui ont été transformées en condos, un petit boisé qu'on a réussi à faire protéger, et puis le monstre qui se développe, qui est petit encore, mais qui veut prendre beaucoup d'ampleur. Et c'est à ça qu'il faut s'opposer, réussir à protéger pour nous, dans notre quartier, évidemment, notre qualité de vie, à Hochelaga-Maisonneuve, mais à plus grande échelle, c'est évidemment toute la ville qui est impactée par cette industrie-là, ce transit, ce camionnage, ces routes-là. Puis c'est tout le Québec et même le Canada qui est impacté par ce type d'économie-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être une lutte ultra-locale qui concerne vraiment juste quelques personnes. Mais en fait, c'est vraiment important de comprendre son ampleur puis son influence sur nos mondes. Fait que, voilà, je vais... Ah oui, bien c'est ça. Ça, c'est Raymond Logistique, son plan, là, c'est son horreur. Dans le fond, actuellement, il y a vraiment seulement ce petit secteur-là qui est en fonction, mais éventuellement, ce sera 15 000 conteneurs. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà un site à Pointe-Saint-Charles, puis il y a déjà quelqu'un qui a dit « Ah, mais des conteneurs, c'est pas beau, il faut les envoyer dans l'Est. » Oui, mais là-bas, il y en a 1000, puis vous voulez en envoyer 15 000 dans l'Est. Pourquoi est-ce que les conteneurs sont plus acceptables dans l'Est que dans l'Ouest? En tout cas. Fait que voilà, le site de Raymond. Puis je termine rapidement avec le projet autoroutier qui se développe autour de ça. Vite. Ça, c'est le port de Montréal. Ça, c'est la rue Notre-Dame. Ça, c'est la rue Dixon. Puis ici, c'est le boulevard Assomption qui se termine là. Et donc, pour desservir le terrain de Raymond Logistique qui n'a pas d'accès, parce que ce terrain-là a toujours été desservi seulement par rail, ils ont besoin de construire des nouvelles routes pour augmenter le camionnage du port puis desservir le terrain de Raymond. Puis ces nouvelles routes-là menacent d'autres boisés qui n'étaient pas concernés par le projet de Raymond, mais c'est le prolongement routier, c'est l'augmentation de la capacité de voitures, c'est l'augmentation du trafic. C'est tout ça auquel on doit s'opposer comme ville aussi. Dans nos aménagements, on doit réduire la place du camionnage puis des automobiles, puis pas l'augmenter. Et dans ce cas-là, c'est une augmentation, puis c'est surtout une concentration, parce qu'ils vont retirer beaucoup de camionnage ailleurs, mais pour le concentrer puis l'augmenter dans notre secteur seulement, fait que les impacts sur la santé, les maladies chroniques, la qualité de l'air, de toutes sortes, vont être vraiment, vraiment immenses, mais... seulement ultra-localement. Fait que c'est comment ce genre de projets-là ont beaucoup d'impact sur les populations locales. C'est vrai à Montréal, mais il y a plein d'autres quartiers en zone portuaire partout au Québec, puis partout dans le monde qui subissent exactement les mêmes pressions. Fait que voilà, désolée, j'ai débordé un peu. On savait. Je poursuis. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. En fait, là, on voulait vous parler, on vous a présenté, ou Anaïs vous a présenté Raymond et son monde, puis nous, on oppose à ça Résister, Fleurir. Donc, c'est quoi notre vision? C'est quoi notre mobilisation? Je vais dire 2 mots très rapides sur l'historique de notre mobilisation. Donc, en fait, en 2016, quand Raymond Logistique achète son terrain, tout de suite, il se met en activité, il détruit, il abat tous les arbres boisés qui se trouvaient sur place et il y a beaucoup de bruit. Les voisins voisines du secteur, donc, sont importunés par le bruit, puis commencent à se rassembler. Il y a des assemblées de cuisine qui s'organisent, des conférences, beaucoup d'éducation populaire et ces citoyens-citoyennes décident donc de se mobiliser pour demander une consultation
consultation publique de la Ville de Montréal sur l'avenir du secteur. Et donc ça, c'est une pétition pour droit d'initiative en consultation publique, que ça s'appelle. Et donc, dans Hochelaga, en 2016, on a, pendant 3 mois, fait du porte-à-porte pour récolter. C'était un minimum de 5 000 signatures, mais vous devinez peut-être qu'on en a récolté 6 600, d'où le nom Mobilisation 6 600. Et donc, on a obtenu cette consultation publique qui a eu lieu en 2019, qui a été tenue donc par l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal. Donc ça, c'était un premier gain de la mobilisation. Parallèlement à ça, en 2017-2018, l'arrondissement a refusé de remettre son permis de construction de sa plateforme de transbordement de marchandises à Raymond Logistique. Et Raymond a amené en justice, donc a amené en cours la ville et l'arrondissement. Il a gagné par 2 fois, donc selon le droit, à cause du zonage industriel du site, il a le droit de faire les opérations qu'il le veut. Donc en 2021, c'est la Cour d'appel qui oblige l'arrondissement à émettre le permis de Raymond Logistique. Et ça a donné une deuxième vague à notre mobilisation. Et là, on peut passer aux prochaines images. J'ai mis plein d'images de nos actions, donc si vous voulez les faire rouler tranquillement. Mais donc, on a commencé à faire des manifestations, on a fait une autre pétition. C'est à ce moment-là aussi qu'on a ajouté la revendication de Parc Nature à nos revendications et à notre nom, Mobilisation 6100 Parc Nature. Et donc, comme ça, il y a une diversité d'actions. Il y a des semaines d'action printanières qui ont été organisées, des nouvelles conférences. On a poursuivi ce projet d'éducation populaire. On a un autre gain qui a été fait, c'est que quand Raymond a demandé au ministère de l'Environnement le permis, donc de commencer ses opérations pour ce qu'on appelle la phase 1, c'est-à-dire c'est de l'entreposage de conteneurs, mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de transbordement sur le site encore puisqu'il construit son site. Et donc, quand il a obtenu l'autorisation, grâce aux pressions populaires qu'on a fait, les fonctionnaires ont été sensibles quand même à la question du bruit et les heures d'opération ont été limitées de 7 heures le matin à 19 heures le soir, alors qu'évidemment, une entreprise en logistique, vous devinez que la logistique, c'est pas de 7 heures à 7 heures que ça se passe, hein, c'est de la gestion de temps, la logistique. Donc, ça a été un autre gain, finalement, des citoyens et citoyennes, le fait qu'il y a une limitation dans les heures d'opération. Je suis pas mal certaine que si on n'avait pas autant manifesté et été dans l'espace public, on n'aurait pas obtenu ce gain-là. L'entreprise pourrait opérer 24 heures sur 24. Je suis allée très vite dans cette historique parce que moi, j'étais intéressée à vous partager quelques réflexions sur nos modes d'organisation et nos modes d'action, puis offrir un peu des pistes, si on veut, d'analyse ou de réflexion dans le cadre de cette journée-là qui porte sur les écologies plurielles et sur le partage des mondes. Donc, pour faire un peu écho à ça. Moi, une des choses qui m'a vraiment marquée quand j'ai commencé à militer pour Mobilisation 6600, c'est à quel point les personnes qui s'y impliquent ont des expériences, des parcours, des discours, puis même des visions politiques extrêmement diversifiées, extrêmement différentes. Moi, je trouvais que c'était complètement inattendu que malgré tout, malgré ces grandes différences-là, ça tient. Ça marche, on fait mouvement. Il s'agit d'appeler à un barbecue sur le terrain vague pour que 100 personnes se présentent puis qu'on fasse la fête ensemble illégalement sur le terrain. Et moi, je pensais à l'action qu'on a organisée donc la semaine dernière, justement, exactement la bonne image. On a fait une manif plantation la semaine dernière en opposition au prolongement du boulevard Assomption, donc les routes dont Anaïs vous parlait tout à l'heure. Donc, sur le tracé du boulevard, il y a 200 personnes qui se sont réunies pour planter plus de 150 arbres en opposition, donc des arbres contre les routes. Là, ces 200 personnes-là, c'est tellement diversifié au niveau de quel type de population, entre guillemets, on pourrait dire. Donc, il y avait les voisins et voisines du terrain, il y avait des militants écologistes, il y avait des militantes anarchistes, il y avait des syndicalistes, des étudiants et étudiantes du Cégep du Vieux-Montréal qui étaient là dans le cadre d'un cours, des maires au front, des punks, des politiciens, il y avait le député qui payait le lunch, il y avait une foule d'enfants de tous les âges, des jeunes de la rue qui campent dans le boisé qui sont venus planter aussi avec nous. Sentier urbain, un autre organisme voué au verdissement, avait donné des plantes à planter. Le Conseil central du Montréal métropolitain avait donné 500 $ d'arbres. Donc, vous voyez, il y avait une foule d'acteurs, actrices différentes qui étaient là.
Et évidemment, qu'est-ce qui rassemble toutes ces personnes? C'est une envie commune de protéger ce territoire. C'est pour ça que nous, on en parle comme de notre territoire à défendre. Et c'est un engagement à défendre ce lieu particulier-là où le vivant qui foisonne, qui nous pousse à nous rassembler et à agir collectivement. Mais cet engagement-là prend lui-même différentes formes, trouve différents chemins pour s'exprimer. Et donc, la diversité n'est pas seulement au niveau des personnes ou des identités des personnes qui se rassemblent, mais aussi dans les tactiques qui sont utilisées. Puis là, on peut aller dans les prochaines images. Donc, vous voyez, il y a autant un investissement dans les sphères politiques ou institutionnelles plus traditionnelles. Donc, on a rencontré le ministre de l'Environnement, on fait des chaînes de lettres, on participe au conseil de ville, on participe aux audiences publiques, on participe comme ça à différentes instances de concertation, on fait des plaintes à la direction régionale de l'environnement. Donc, un travail plus institutionnel, si on veut. Il y a d'autres personnes qui vont plutôt organiser des actions culturelles ou poétiques dans le quartier. Donc, il y a de l'affichage, il y a l'organisation de spectacles de cirque, de théâtre, d'humour ou de musique. Il y a la publication de zines divers, la réalisation de films documentaires. Dernièrement, il y a un essai graphique, donc la BD Résister et fleurir qui est en vente ici, qui a été publié. Donc, des actions plus dans la sphère culturelle ou poétique, comme on aime à dire. Puis, il y a d'autres encore personnes qui vont organiser plus des actions de perturbation, donc là, manifestations, blocages, des flash mobs, des occupations, un campement, du sabotage de machinerie, etc. Et il y a des actions d'éclat, des grandes bannières qui ont été installées sur les cheminées de l'ancienne... j'ai un blanc, incinérateur, merci. Donc, et il y a aussi des activités de réflexion, colloques, conférences, ça se poursuit. Parfois, c'est les mêmes personnes qui organisent ces différents types d'actions-là, mais parfois, c'est les mêmes personnes, mais il y a un genre de consensus qui est non dit puis qui n'est pas planifié, selon lequel ces actions-là se complètent, se renforcent ou se répondent, et qu'on a besoin peut-être de voix sur la table avec les politiciens et politiciennes, mais que rien n'empêchera non plus d'organiser des blocages. Puis là, il y avait un exemple que je voulais donner qui moi, m'a beaucoup fait rire de l'année passée. Vous savez peut-être que l'ONU a tenu la conférence sur la biodiversité ici à Montréal, la COP 15. Et donc, lors de la COP 15, le collectif COP 15, donc ces grands OBNL, Nature Québec, la Fondation de David Suzuki, avait invité la MOB à venir faire des conférences. Donc, il y avait des personnes qui étaient dans la COP 15 qui faisaient des conférences. Mais en même temps, on a organisé une manif qui était... on peut se péter les bretelles. La plus cool manif de la semaine, bloquons la COP. Donc, on avait aussi signé la déclaration de la coalition anticapitaliste et écologique contre la COP 15. Et donc, moi, pourquoi je trouve ça drôle? Parce que dans tous les autres mouvements dans lesquels j'ai milité dans ma vie, ce genre de choses-là, que des gens aillent à l'intérieur et que d'autres organisent un truc à l'extérieur, ça aurait créé des débats, des conflits, même des scissions. Les gens auraient déchiré leur chemise, alors que nous, pour vrai, haussement d'épaule et on organise la prochaine action. Je ne dis pas que c'est la parfaite harmonie, qu'il n'y en a pas de conflit ou de débat. Il y en a, c'est sûr, il y a des tensions qui restent, mais l'important, c'est de se concentrer sur les actions. C'est donc un mouvement qui est décentralisé. On dit toujours que, justement, on est un mouvement, puis que toutes les actions individuelles, collectives sont les bienvenues pour participer à ce mouvement-là. On n'a pas de structure de décision vraiment organisée, mais c'est décentralisé, mais c'est pas complètement désorganisé non plus. On est un mouvement qu'on pourrait dire composite. Et c'est là que je voulais référer, et là je vais vite, je m'excuse, à un texte de Hugh Farrell, qui est un militant états-unien, qui a écrit un pamphlet qui s'appelle « La stratégie de la composition ». Donc, il me reste 5 minutes. Farrell, il réfléchit justement aux stratégies d'organisation qui sont utilisées par les mouvements territoriaux, anticoloniaux et écologistes. Il prend notamment en exemple la mobilisation qu'il y a en ce moment, Defend the Forest, Stop Cop City à Atlanta, sur laquelle je vous invite à vous informer parce que c'est un mouvement territorial très important en ce moment aux États-Unis. Et donc, Farrell observe avec d'autres que dans les mouvements de résistance actuels, il y a pas, souvent, il n'y a pas de tradition ou de principe qui gouverne nos décisions a priori. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est obligé de composer ou de faire avec l'hétérogénéité de nos identités et de s'allier en faisant des compromis qui vont nous transformer.
Donc, Farrell, il décrit la stratégie de la compétition comme un style de lutte qui ne cherche pas à arriver à une synthèse ou une unité, mais qui se fonde justement sur le maintien de la pluralité, sur des alliances fonctionnelles et sur le travail relationnel pour envisager des possibilités de victoire et ou de révolution. Parce qu'on a nommé la révolution ce matin, donc je me disais que je pouvais. Et donc là, je le cite, « Cela signifie nécessairement d'accepter des compromis, tenir ensemble et étendre des secteurs sociaux de la lutte, trouver des voies de collaboration, des maillages à travers des différentes identités. Il ne s'agit pas cependant d'une simple coalition de sujets dont chacun resterait pareil à lui-même. Chaque partie doit être prête à faire un certain pas de côté par rapport à son identité. La composition ne produit donc pas d'unité sociale, mais une machine pratique alimentée par la désubjectivation de chacune de ses parties. » Ce que ça veut dire, ça, c'est que lutter ensemble, avec nos différences, ça nous transforme. Et accepter de lutter ensemble, c'est donc accepter qu'on va changer. Et là, je le cite encore, « Faire l'expérience de ce mouvement ne se réduit pas à l'appréhender depuis son point de vue singulier, avec son propre registre d'action, mais à se laisser affecter par les motivations et les contributions des autres composantes, à comprendre les risques qu'ils prennent, à partager un destin commun. » Ça résonne beaucoup avec qu'est-ce qu'on fait. Et ça demande évidemment, cette composition-là, un important travail de relation, d'écoute et de compromis. Et là, je me répète, mais ça signifie donc aussi de mettre de l'énergie sur le maintien de ces relations-là. Je le disais, hein, il y en a des conflits, c'est pas évident. Mais l'idée, c'est qu'on va prendre du temps pour travailler, pour assumer ces conflits-là, puis se parler ensemble. Des fois, comme la semaine dernière, par exemple, à cette manif plantation, ben, ça marche, puis on se retrouve ensemble. Puis là, notre 30 minutes est terminée. Et puis, comme ça, on a la joie de travailler ensemble puis de résister ensemble. Et là, je peux-tu prendre 2 minutes pour terminer? Il y avait un autre élément qui est vraiment cher à mon cœur que je voulais nommer avant de conclure. Un autre élément de réflexion, en fait. Moi, je parle souvent de notre lutte comme d'une lutte habitante, en fait. Puis, je pense que ça fait aussi écho avec le thème de la journée. Je vous ai parlé de la diversité des actions. Dans nos brainstorms pour quelles sont nos prochaines actions, une des choses qui revient souvent, c'est l'idée que, en fait, il faut juste habiter le lieu, il faut juste l'occuper, être là, puis l'habiter, en fait, c'est ça. Puis je pense que cette possibilité-là d'une lutte habitante, elle nous est offerte par le lieu lui-même, par le terrain vague. Et moi, je dis souvent que le terrain vague, en fait, c'est lui qui nous apprend à habiter. Puis, qu'est-ce que je veux dire par apprendre à habiter? Bien, c'est apprendre d'abord à nous lier aux choses puis à la vie fragile qui émerge dans des espaces post-industriels comme celui du terrain vague. Et si on partage le constat qui a été fait ce matin que la crise écologique, c'est aussi une crise de la sensibilité, c'est-à-dire, comme dit Baptiste Morisot, mais il y a plein de monde qui disent la même chose aussi, un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, tisser comme relation à l'égard du vivant. Bien, moi, je pense que le terrain vague, justement, c'est un incroyable lieu, terrain d'expérimentation, en fait, d'un nouveau régime d'attention et de nouvelles sensibilités au vivant. Et c'est pas nécessairement romantique, c'est une expérience finalement un peu banale. Des fois, c'est juste comme d'être vraiment allergique à l'herbe à poux qui pousse dans les espaces du terrain vague. Mais c'est une expérience finalement transformatrice parce que c'est une expérience qui nous apprend la présence. Et tout le monde qui milite au terrain vague nous parle de cette expérience-là, de la présence. C'est évidemment la féralité du terrain vague, son ensauvagement, on pourrait dire, qui nous offre ces apprentissages, son refus très précaire d'être domestiqué pour l'instant, et l'émergence en son sein de cette biodiversité-là. Mais je pense aussi que le fait que le terrain est menacé renforce cette possibilité de présence-là. Il provoque l'urgence de sentir et de se souvenir. Il provoque une attention accrue aux choses. Donc, habiter... et là, je vais terminer là-dessus, c'est comme une certaine conscience d'un partage des lieux avec les autres choses et les autres entités qui l'habitent aussi. C'est aussi un soin porté à ces liens d'attachement-là, aux amitiés possibles avec des choses différentes. Je pense à un érable à giguère en particulier, duquel moi et mes enfants, on est très amis dans le Boisé-Vimont. Et c'est ce qui fait que le terrain vague, c'est ce que fait le terrain vague peut-être, il nous apprend finalement le partage
des mondes, l'enchevêtrement des mondes différents. Puis pour moi, ça, c'est un peu une utopie en acte. On était invité à parler des utopies. Donc, c'est un peu le terrain vague lui-même, en fait, qui porte cette utopie-là, qui nous rappelle, en fait, qu'il est toujours temps d'apprendre à grimper un érable à giguère, toujours temps d'apprendre le nom des oiseaux, toujours temps d'apprendre à planter un arbre en gang, ou encore d'apprendre à savoir comment placer son corps pour bloquer le passage d'un camion à conteneurs. Merci beaucoup. Désolée pour le temps. Merci beaucoup, Anaïs et Estelle, pour votre présentation. Super riche, super intéressante. Un exposé vraiment inspirant qui touche à tout plein de thèmes qui sont reliés avec cette journée d'études sur le partage des mondes, justement. C'est quoi le monde de Raymond Logistique? C'est quoi le monde qui est défendu dans une utopie telle qu'incarnée dans une lutte vivante, où est-ce qu'on apprend à prendre soin les uns des autres dans la lutte aussi, dans le respect de la diversité des visions de chacun, mais aussi dans le rapport, le soin est aussi dans le rapport au territoire, dans l'attention à ce qui se passe. Puis aussi, ça nous pose tout plein de questions sur qu'est-ce qu'on fait de nos espaces verts en ville, donc la question de valeur. Donc, on a vu plein de choses qui vont pouvoir vous inspirer des questions ensuite pour la période d'échange. Sans plus tarder, je vais enchaîner avec notre prochaine invitée, Isabelle Fortin-Rondeau. Merci d'être là avec nous. Je vais faire une mini-intro avec... en fait, j'ai eu la chance de regarder, vous êtes invité à faire aussi un documentaire qui a été réalisé en 1984, Noranda, réalisé par Robert Mondry et Daniel Corvec et narré par Richard Desjardins. Et ce film date de 1984 et ça nous rappelle, on célèbre aujourd'hui les 40 ans du Centre Justice et Foi, donc c'est à peu près la même époque, Centre Justice et Foi fondé en 1983. Dans le documentaire, il y a un Michel Chartrand qui prend la parole à un moment donné, puis qui dit « Hey, le boss, calme-toi un peu. Les monoxydes de carbone, les poisons, les acides puis l'arsenic dans le smelter, tu vas nous débarrasser de ça, puis tu vas pas envoyer ça dehors sur nos enfants. » Ça, c'était Michel Chartrand qui prenait la parole. C'était en 1984, ça fait presque 40 ans. Puis actuellement, ce qui a changé, c'est que la fonderie Horn, elle a pris d'autres noms, elle a changé de propriétaire. C'est passé de Xstrata. Ensuite, maintenant, actuellement, c'est le géant minier Glencore qui en est responsable, c'est-à-dire qui en est propriétaire, mais les choses n'ont pas changé. Dans le film de Noranda aussi, on voit une enquête réalisée par l'École de médecine Mont-Sinaï de New York, qui est allé sur place avec les travailleurs. Ils les ont rencontrés, ils ont fait toute une série de tests pour vérifier l'effet du plomb, du cadmium, de l'arsenic sur leur santé. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Il y a des cancers, il y a des maladies pulmonaires. Et ça fait 40 ans. Donc, ça nous questionne. La norme gouvernementale de 3 nanogrammes qui fixe la norme qui est recommandée pour les émissions d'arsenic n'est pas respectée. Les autorités publiques ont maintenu pendant longtemps la population de Noranda et de la population québécoise dans l'ignorance. Et Pierre Serré, qui vient de publier un livre chez Éco-Société, Voyage au bout de la mine, dit dans son livre, à un moment donné, on est en droit de se questionner, justement. Ça fait 40 ans, le silence de la classe politique pendant toutes ces années, est-ce qu'il est complice? Comment peut-on ignorer les effets néfastes sur la santé, pour l'environnement et sur la santé de la population et sur l'environnement quand on a une fonderie en pleine ville? Et aussi, Alain Deneau, dans la préface du même livre qu'on aura en vente ici un peu plus tard, si vous voulez, pour aller plus loin, pour approfondir les enjeux. Donc, Alain Deneau, dans la préface de Voyage au bout de la mine, dit « Tant de compromis, de passe-droit, d'impunité, ça nous fait réaliser qu'on se trouverait peut-être dans un minéralo-État, un peu à l'image d'un comme on dirait, un pétro-État. Donc, on a une entité législative qui est dédiée à l'industrie au point de neutraliser elle-même son droit. Donc, c'est ça qui se passe. Puis, heureusement, il y a des groupes qui existent, qui sont formés, et des nouveaux groupes dans les dernières années, dont Mères au front de Noël-Noranda, qui sont là pour changer les choses. Et Isabelle va nous parler de la situation là-bas.
celui-ci. J'ai une bonne note, je le regarde. Merci. OK, parfait. Super. C'est correct. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Donc, Isabelle Fortin-Rondeau, c'est ça, de Mar-au-Front, Rouyn-Noranda. C'est ça. C'est ça. Fait qu'à Rouyn-Noranda, c'est sûr que depuis 1 an et demi, on a un peu comme défrayé les manchettes. Là, fait qu'il y a sûrement des gens d'entre vous qui connaissent un peu la situation. Donc, je vais vous présenter. C'est un dossier qui est technique, scientifique, qui a beaucoup de faits. J'ai essayé d'y aller quand même de façon pour pas vous endormir, ou en tout cas, mais tu sais, il y a beaucoup c'est ça, de notions scientifiques qu'il faut aborder. Puis évidemment, je vais aborder notre lutte aussi, là, qui, je dis toujours, on est comme les petites sœurs de mobilisation 6600, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est ça, un fonctionnement qui se ressemble. On a une communauté d'idées, je pense. Fait que c'est le fun d'être avec vous aujourd'hui. Fait qu'on peut changer de diapo. Donc déjà, comme Myriam disait, Glencore est propriétaire depuis quelques années de la fonderie. La fonderie a presque 100 ans. Mais c'est important, je pense, de dire c'est qui cette multinationale-là. Donc, on parle d'une entreprise basée en Suisse qui fait du négoce, du courtage, extraction de matières premières, fondée il y a plus de 40 ans par Mike Rich. On parle d'un chiffre d'affaires en 2022 de 278 milliards. Là, pour comparer le PIB du Québec, 393 milliards. Fait que c'est presque un État, c'est énorme. Glencore, ça a une mainmise très, très large. Et en 2022, ils ont augmenté leur bénéfice net de 248 On sait, entre autres, qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec la COVID. C'est ce genre d'entreprise-là que s'il y a une occasion de faire de l'argent, ils n'en manqueront pas, c'est sûr. Puis bon, c'est ça. Je trouvais ça drôle de mentionner que dans Wikipédia, dans toute l'espèce de texte là, qui parle dans la page qui parle de Glencore, la partie controverse, procès, condamnation, suspicion d'illégalité, ça fait plus de la moitié. Fait que ça donne une idée du genre d'entreprise qu'on a avec nous. On peut changer. Donc, Mark Rich, rapidement, c'est sa vraie photo. C'est comme une blague, c'est ça. Donc, c'est intéressant là, d'aller lire sur lui. C'est quelqu'un qui a été accusé de corruption, évasion fiscale, etc. C'est un homme d'affaires belge. Violation d'embargo. En tout cas, ça vaut vraiment la peine d'aller voir lui aussi sa page Wikipédia ou de lire le livre sur lui. Il a été gracié par Bill Clinton après avoir fait partie de la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI et après avoir fait un très gros don au Parti démocrate. Ça n'a sûrement pas nuit. On peut changer. Il y a plein d'histoires terribles. Celle-là m'a vraiment marqué. Donc, en Colombie, le village de Tabaco, en 2001, dans le fond, c'est Glencore voulait exploiter une fonderie, pas une fonderie, excusez-moi, une mine de charbon à cet endroit-là. Donc, ils ont brûlé le contenu des tombes du cimetière, ils ont rasé le village, ils ont tassé tout le monde. C'est ce genre d'entreprise-là que quand ils veulent quelque chose, c'est Richard Desjardins qui dit ils veulent votre bien puis ils vont l'avoir. Là. C'est ça qu'ils font. On peut changer. Fait que Glencore, comment elle s'enrichit, entre autres, les bris d'embargo internationaux. Donc, quand il y a des pays qu'on va considérer qui ne respectent pas les droits humains, qu'il se passe des choses que les pays ne vont pas cautionner, on se dit, nous, on ne fera plus affaire avec ces pays-là. Glencore, il va quand même. Puis là, ils font des belles affaires d'or, donc en Afrique du Sud, avec l'apartheid, en Iran, en Israël, etc. Paradise Paper, qui était une fuite de documents confidentiels en... J'ai pas mis l'année, hein, ça fait quelques années. Glencore, le nom apparaît 34 000 fois. Ça parle de toutes des transactions offshore, des évasions fiscales, etc. Puis bon, on trouvait ça drôle de dire, il y a même des scénaristes d'Hollywood qui ont pensé faire un film sur la vie de Mark Rich. C'est pas fait encore, mais c'était Matt Damon qui serait l'acteur. Fait que peut-être un jour sur vos écrans, on pourra en savoir plus sur le personnage. On peut changer. De la fonderie Orne, on s'en vient vraiment à Rouyn-Noranda, donc existe depuis une centaine d'années. Ça a commencé par une mine, donc il y avait un gisement de cuivre. La compagnie s'est dit, tant qu'à faire une mine à cet endroit très loin, en Abitibi, on va créer un village. Donc, le village de Noranda, dans le fond, a été créé par la mine. Puis, après quelques années, ils se sont dit, la façon la plus simple de traiter tout le minerai, c'est complètement de bâtir une fonderie exactement à cet endroit-là. Le gouvernement leur a demandé de la faire peut-être 25 km plus loin à cause de la pollution, de la destruction. Puis, c'est la première fois, et non la dernière, que la fonderie Orne a dit « On va fermer si vous ne faites pas ce qu'on dit ». Et le gouvernement a cédé et ils ont bâti la fonderie
là, dans la ville, parce que c'était moins de transport, c'était plus pratique. Donc, c'est ça, on est une fonderie de cuivre, on prend des minéraux, on fond, on extrait le cuivre, on fait des anodes, qui est comme le format là, de transport. Et ensuite, les anodes sont à 99% purs, ils s'en viennent ici à Montréal, à l'usine CCR, qui est aussi à Glencore. Et là, on va le raffiner, donc là, rendre ça à 100% pur en cuivre. Mais ça, c'était le modèle d'affaires, disons, traditionnel, qui existe encore, mais il y a beaucoup de choses que la fonderie, que Glencore a rajouté. Donc, de faire venir des concentrés de cuivre d'un peu partout dans le monde, et où il y a du cuivre dans la roche-mère, il y a de l'arsenic. Donc, quand on prend des grosses pelletées d'écorce terrestre, puis qu'on l'amène ici, bien, l'arsenic suit, puis s'en vient se concentrer à Rouyn-Noranda. Il y a aussi les déchets électroniques, il y a du cuivre beaucoup dans les fils, etc. Puis même des boues industrielles, donc vraiment des terres contaminées, toutes sortes de, comme Martine Ouellette, elle disait, de la super crap. Donc n'importe quelle cochonnerie que personne veut, pour en extraire des fois du cuivre, mais des fois juste pour le stocker ici parce que c'est payant, puis ça a l'air qu'on accepte ça ici, à Rouyn, qu'on peut changer. Donc là, je ne vous nommerai pas tout ça, mais c'était pour vous dire que dans le fond, comme enjeu de santé publique et de santé environnementale, Myriam l'a dit avec le film en 1984, Noranda, ça fait longtemps qu'il y a des rapports, qu'il y a des soupçons, que la santé publique va dénoncer, qu'il y a des études qui sont faites. Donc depuis 1979, il y a beaucoup d'études qui sortent, qui ressortent, puis c'est comme s'il y a une vague de mobilisation, ça s'éteint un peu. 10 ans plus tard, il y a une vague de mobilisation. Fait que là, on est dans une, puis on a décidé que celle-là ne s'éteindrait pas. On travaille fort là-dessus. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, c'est ça. Pour rappel, la norme québécoise de l'arsenic, 3 nanogrammes. Et on a une citoyenne dans une assemblée publique qui a juste lancé un cri du cœur qu'on a trouvé vraiment cute. Il disait, c'est 3 nanos, nono. Est-ce que c'est dur à retenir? Puis on a un citoyen qui en a fait un petit dessin. Je vous l'ai mis. On peut aller à la prochaine. Donc, mettons les grands enjeux en 2004. Donc, c'est ça. Dans le fond, la fonderie Horn a existé avant qu'il y ait des normes environnementales. Fait qu'à un moment donné, quand le gouvernement a voulu mettre des normes, il y a des entreprises qui disaient, ben nous, on a toujours fait ça, on a toujours fonctionné comme on voulait. Donc, le gouvernement s'est dit, OK, il se passe des choses, mais on va vous accompagner, on va vous tenir par la main, on va y aller graduellement, on ne vous obligera pas au jour au lendemain à changer vos pratiques. Donc, quand en 2004, il y a un comité formé du ministère de l'Environnement, de la Santé publique, qui a décidé d'exiger qu'elle diminue les émissions, la fonderie Horn, parce que c'était très élevé, entre autres pour l'arsenic, mais il y a plein d'autres contaminants. Ce que le plan était, c'est de se dire, bon, ben rapidement, on va atteindre le 10 nanogrammes en 18 mois. Donc, en 2004. Ça fait 18 ans, ben, presque 20 ans de ça. Fait que prochaine diapo. Donc, à ce moment-là, il s'est mis à avoir une négociation avec les fonctionnaires, etc., de se dire, bon, ben là, il va falloir avoir des ententes, un permis de polluer, une entente ministérielle sur 5 ans. Et là, on parlait de 10 nanogrammes d'arsenic. Après 3 ans de négociation, c'est 200 nanogrammes d'arsenic que la fonderie a obtenu comme valeur, c'est une moyenne annuelle, là. Donc de 2007 à 2012. Donc en 2012, 5 ans plus tard, on se dit, bon, ben là, ça devrait diminuer. Et on prenait la compagnie par la main, on diminuait les émissions. 5 ans plus tard, on reconduit exactement encore 200 nanogrammes d'arsenic comme valeur permise. Puis là, ben, ça a été en 2017 où là, l'entente de 5 ans était descendue à 100 nanogrammes. On est quand même énormément plus que notre 3 nanogrammes qui devrait être la norme là, à respecter. Donc là, nous, en 2022, l'année passée, l'entente se termine et en même temps, il y a plein d'affaires qui arrivent dans l'actualité. Fait que là, l'actualité est comme devenue bouillonnante parce que c'était comme, OK, l'entente est terminée, ça va être quoi les prochaines ententes qui durent 5 ans? Et là, on apprend plein d'affaires, des choses qu'on savait déjà, mais en tout cas qu'on se fait redire à quel point on est contaminé, etc. Donc là, en cours 2023-2028, là, qui vient d'être re-signé. On peut aller à la prochaine. Fait qu'en 2018-2019, la santé publique a fait des études de biosurveillance. Ce qui en est ressorti, ça c'est vraiment le quartier Notre-Dame, c'est les maisons les plus proches
de la fonderie. On sait que les contaminants ne le savent pas, là, qu'ils ne sont plus dans le quartier Notre-Dame, ça se peut qu'ils aillent ailleurs. Mais c'est sûr que c'est les plus au pied de la fonderie, c'est souvent les gens quand même les plus affectés. Donc la plombémie, le taux de plomb moyen des enfants du quartier se situe au-dessus de la moyenne canadienne. Les concentrations d'arsenic dans les ongles des citoyens, puis pas en dessous, là, vraiment on prend l'ongle lui-même, sont en moyenne 4 fois plus élevées que celles observées auprès de la population d'Amos. Qui est comme une ville pas loin, que tout est à peu près équivalent en termes de santé, etc. Puis il y a une concentration élevée d'arsenic. On sait que ça peut entraîner un risque cancérigène. Fait que là, c'est sûr que la santé publique s'est mise à se dire, OK, il se passe des choses, les contaminations sont... Je ne sais pas pourquoi on était étonnés de ça, mais on était comme un peu étonnés, on dirait. Fait qu'il y a beaucoup de participants, de familles qui ont participé à ces études-là. On a su un peu les résultats. T'sais, en 2019, on a su que la fonderie, je pense que c'était 87 fois trop d'arsenic. Fait que ça a comme commencé. Moi, je me souviens, je le nomme souvent avec ma collègue Jennifer qui est ici. On est allé faire une manifestation à 12 devant le ministère de l'Environnement. Fait qu'on était comme sensibilisés, mais ça s'est pas c'est pas devenu un gros mouvement social. Il y a eu la pandémie aussi. Fait qu'on savait là, qu'il y avait quelque chose avec la fonderie. Mais c'est ça. En mai 2022, il y a un document de la santé publique qui n'a pas été beaucoup, disons, qui n'est pas sorti tant que ça, mais qui disait qu'il y avait 30 % plus de cancer du poumon à Rouyn-Noranda qu'ailleurs au Québec. Ça commence à être pas mal. 50 % plus de MPOC, les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Donc, on parle de 1100 cas de plus là, chaque année dans notre petite ville. 25 % de bébés de faible poids en plus. Et une espérance de vie jusqu'à 5 ans de moins qu'ailleurs au Québec. On peut aller à la prochaine diapo. Donc là, on s'est comme réveillé face à ce scandale-là, puis particulièrement le mois d'après, là, quand il y a un journaliste de Radio-Canada, Thomas Gerbet, qui a comme dévoilé qu'en fait, c'est la fameuse annexe 6 qui disait les faits que je viens de vous donner juste avant. En fait, depuis 2019, elle existait. Le directeur national de la santé publique, qui était Horacio Arruda, a décidé qu'il ne fallait pas le dire. Puis là, après coup, il s'est défendu en disant « j'ai pas sorti ça parce qu'il fallait avoir plus de données ». Mais tu sais, nous, on l'a senti, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont senti comme « hey, on se fait cacher l'information, des taux de cancer, des faits qui affectent notre espérance de vie, des nouveau-nés ». Et ça avait été caché. Donc, quand ça a sorti dans les médias, on dirait que c'est là que ça a explosé parce que les gens disaient « c'est terrible ce qui se passe ». Puis en plus, on dirait qu'on a essayé de nous avoir, de nous cacher des choses. Fait que c'est ça. Fait que depuis, disons, le printemps 2022, il y a énormément d'articles de journaux, de toutes sortes, des études qui sont sorties, des études qui existaient déjà, qui sont redevenues sur le devant de la scène. Fait que autant sur notre santé, mais autant sur la faune, la flore, la nature, on s'est rendu compte à quel point on savait qu'on était pollués, puis à Rouen, c'est comme un peu une blague, genre « ah, le lac est contaminé, ha, ha, ha », mais tout d'un coup, on s'est dit « non, on est comme un des endroits les pires au monde ». Je pense qu'on l'avait tout pas réalisé à quel point. On peut changer de diapo. Donc là, tout ça se passe en sachant que l'entente ministérielle, en plus, s'achève et qu'il va y avoir une nouvelle négociation pour se dire les 5 prochaines années, qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense que notre mouvement social est venu beaucoup de ça, de se dire on a une occasion, en plus d'un point de vue légal, d'essayer de faire respecter les normes. Et en plus, campagne électorale. On dirait que tout était comme incroyablement organisé et timé. Donc, c'est devenu un peu un enjeu électoral. François Legault s'est mis à dire ah, là, c'est pas les gens de Montréal, les écologistes qui vont dire quoi faire. Parle de fermeture de la fonderie. Ça fait comme une crainte parce qu'on était longtemps une ville mono-industrielle. À Rouen, c'est plus vrai. Il y a plein d'autres emplois. Les gens survivraient sans la fonderie, mais ça reste que dans notre ADN puis dans notre psychologie, ça fait peur, là, la fermeture de la fonderie. Puis là, il s'est mis à dire bon, ben, on va faire une consultation publique et les gens diront. Est-ce que, tu sais, on se dit, voyons, des normes, c'est scientifique. Là. Pourquoi c'est tout d'un coup une population qui devrait dire acceptez-vous ou pas que les normes soient respectées? On trouvait ça un peu ridicule, mais on s'est dit, ben si c'est ça le jeu, on va jouer le jeu. Donc, c'est devenu ça, c'est-à-dire les citoyens décideront. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, let's go, embarquons. On peut aller à la prochaine. Donc, la fonderie, ce qu'elle proposait comme plan, bon, la norme est là, on parle vraiment d'arsenic parce qu'il y a plein d'autres contaminants, mais c'est un peu comme le pire. Là. Fait que c'est sûr, c'est lui qu'on regarde en premier. La norme de 3 nanogrammes. Minéraux Noranda, là, la fonderie disait, ben nous, on pourrait descendre à peu près autour de 60. Là, les émissions actuelles, la moyenne dans une année, 87. Puis il y avait le droit jusqu'à ça, mais souvent, il ne se rendait pas là, jusqu'à ça. Fait que ça, c'était, OK, la consultation, voici un peu la proposition de base initiale. On peut aller à la prochaine.
Donc, les consultations publiques, ça a duré 1 mois et demi à peu près. Il y a eu des mémoires qui ont été écrits. On pouvait remplir un formulaire en ligne. Puis il y a eu même une journée qu'on pouvait être sur place. Donc, dans les questionnaires, 63% des 1741 questionnaires, beaucoup de gens qui ont répondu étaient contre. Fait que 63% étaient contre, surtout dans les délais, en disant ça ne peut pas prendre encore 5 ans. Puis dans 5 ans, on va être encore 5 fois la norme. Là, ça ne se peut pas, c'est trop long. Sur 171 mémoires, il y en a sur 178 mémoires, il y en a 171 qui étaient contre. Et dans les 7 qui étaient pour, il y a la fonderie elle-même, la chambre de commerce. C'est ça. Fait que bref, la très grande majorité était contre. Et quand les gens qui se sont déplacés sur place la journée, il y a 52 personnes qui ont pris la parole. Il y en a 51 qui étaient contre. Puis le dernier, on n'est comme pas sûr. S'il était pour ou contre, c'est pas tant clair. Mais bref, si on se dit que la consultation publique nous amenait à se dire la population décidera, je pense que le constat était clair. La population n'en veut pas de ce plan-là. Et finalement, après plusieurs semaines et même mois d'attente, on se doutait qu'il y avait des négociations par en dessous, on n'avait pas accès à ça. L'entente est sortie, donc voici à quoi la Fonderie 1 va être assujettie. Donc, première année, 65, 45, 45, 45 pour les 3 prochaines années. On est encore à 15 fois la norme. Et la dernière année, 15 nanogrammes. C'est exactement ce que la Fonderie avait proposé dès le départ. Fait que la consultation a comme vraiment rien changé. Et le 3 nanogrammes, qui est la norme, n'est pas du tout prévu dans ce plan-là. Donc, il n'y a même pas un horizon de se dire est-ce qu'un jour on va viser ça. Donc, si on a ça au mois de mars passé, on peut changer. Fait que la question, évidemment, c'est de se dire comment ça se fait qu'après 25 ans de dérogation, que l'atteinte des normes n'est pas encore exigée. Là, la fonderie ne peut pas être surprise de quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Là, ça fait très longtemps que c'était annoncé. C'est sûr que c'est fâchant pour nous. Donc, c'est sûr que là, je vais un peu vous expliquer pourquoi on trouve que l'entente n'est pas satisfaisante. Puis nous, on s'est dit, bien en fait, ce qu'on demande comme lutte, on continue, on veut que cette entente-là soit revue, soit modifiée, soit améliorée. Absolument. Puis c'est ça, il y a une mobilisation qui s'est appelée au front à Rouyn-Noranda éventuellement. Fait que plusieurs raisons pour lesquelles la mobilisation. Évidemment, pourquoi l'entente n'est pas satisfaisante? Parce que la consultation publique disait qu'on ne voulait pas ce plan-là, puis on l'a quand même. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. On a rencontré notre député Daniel Bernard il y a quelques semaines. Et il nous mentionnait qu'il se sentait très légitime de tout ça, de cette entente-là, parce que les élections l'ont élu. Puis on se disait, ouais, mais c'était pas une élection sur la faute, tout ça. Puis en plus, on disait que c'était au début octobre que l'élection, qu'il y a eu le vote. Puis en fait, la consultation s'est suivie tout le mois d'octobre. On disait, c'était une fausse consultation? Oui, c'est le député, puis ça savait comme plutôt quoi dire. Mais, ouais. Fait qu'ils se sentent très légitimes parce qu'ils sont très majoritaires, évidemment, à la CAQ. Enfin, à la prochaine. Deuxième raison pour qu'on n'est pas satisfait, évidemment, la norme d'arsenic, c'est 3 nanogrammes. Fait que même si dans 5 ans, on sera à 15, on a beaucoup entendu dire que 15, c'était sécuritaire. Mais en fait, c'est comme 15, aujourd'hui ou demain matin, ça serait moins pire en attendant d'atteindre le 3. Fait que la santé publique disait, oui, le 15, il y a quand même peut-être moins d'impact. Mais déjà, nous, on est une population déjà surexposée, etc. Donc, c'est pas 15, c'est pas quelque chose à viser. C'était comme une mesure à atteindre rapidement. Mais bon, le gouvernement s'est dit, 15, c'est bon, c'est sécuritaire. Ils ont comme juste obtenu ce bout-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est 3, évidemment. Le respect des normes. Et dans ce que la santé publique disait, c'est qu'il faut aussi décontaminer les sols. Parce qu'on respire, évidemment, les contaminants, mais ils se déposent au sol. Donc, si on pèle dans notre jardin, si un enfant joue dans le carré de sable, si un chien se promène, les chiens ils lèchent tout, nos chaussures rentrent des contaminants. Donc, si on se fie aux normes les plus sévères en vigueur au Canada, les terrains sur l'ensemble urbain là, de la ville, 35% des terrains excèdent les normes de plomb, 50% excèdent les normes d'arsenic, puis 25% excèdent les normes de cadmium. Donc, le sol est aussi très contaminé, puis si on peut en ingérer, puis ça, c'est comme pas tant prévu. Là. Fait que si on veut vraiment protéger les enfants puis les personnes les plus vulnérables, oui, il faut utiliser les normes les plus sévères. Il faudrait décontaminer très rapidement toute la ville, ce qui se fait très lentement en ce moment, malheureusement. Puis, c'est comme je disais tout à l'heure, on est tous déjà contaminés. Donc, eux, quand ils ont calculé le risque de cancer, ils ont commencé à l'année 2023 et c'est calculé sur 70 ans.
Mais le problème, c'est qu'en 2023, on n'a pas comme importé une nouvelle population ou on n'a pas acheté des petits bébés puis on les a mis à Rouyn-Noranda. La réalité, c'est qu'on est déjà là puis on est déjà des gens contaminés. Donc, on devrait comme être plus protégés et pas moins protégés. Fait que ça, c'est comme un calcul scientifique, mais dans lequel on se dit, nous, on est des vraies personnes qui existent, on est déjà contaminés. Puis ça n'a pas été pris en compte, malheureusement. Bon, c'est ça. Fait que c'est un peu ce que je viens de dire. On peut aller à la prochaine. Donc, c'est ça. On cumule un lourd passé d'exposition. Il n'y a pas de traitement. L'arsenic qui se dépose dans notre corps va aller se déposer dans les os et il n'y a pas de façon d'aller nettoyer ça, d'aller enlever ça. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter d'être exposé. Puis on a un peu une comparaison avec la cigarette. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a fumé, quelqu'un même qui a un cancer du poumon, son médecin ne dira jamais « Ah, continue à fumer, c'est pas grave ». Chaque journée qu'on arrête de fumer, ben c'est déjà ça de gagner. Fait que c'est un peu la même chose. C'est que nous, il faut juste arrêter dès maintenant. L'exposition, c'est un peu la seule solution qu'on a. Puis chaque jour, en ce moment, ben, chaque citoyen de Rouyn-Noranda, mes enfants, les enfants des autres, ont de l'arsenic puis plein de contaminants qui se déposent dans leur corps. Fait que c'est comme important d'arrêter le plus rapidement possible. Fait que la question qu'on se pose, c'est dans une société juste et équitable, est-ce que le gouvernement, c'est pas son travail de protéger les gens vulnérables? On a l'impression qu'il protège l'industrie, les profits, les jobs. On aimerait que ça soit autrement. Donc, si on peut voir, tu sais, parce que des fois, on parle de ça même aux citoyens de Rouyn-Noranda, puis ils nous disent « Ah oui, il y a une mine aussi à Amos, puis il y a une mine ailleurs. » Ça pollue, les mines. Le portrait de Rouyn-Noranda, c'est que la plupart des contaminants émis au Québec le sont à Rouen. Puis la plupart, mettons pour le nickel, 60% de tout le nickel émis au Québec est à Rouyn-Noranda. 98% de tout l'arsenic du Québec est émis chez nous. 89% du plomb, 43% du cadmium. Donc, c'est pas comme comparable de dire « Ah oui, à Montréal, il y a beaucoup d'autos. » Oui, il y a de la pollution partout, mais il y a vraiment un enjeu. C'est énorme, les quantités de contaminants qu'on a chez nous. Donc, la question, puis je pense qu'elle est fondamentale, quand le gouvernement se targue d'avoir les normes environnementales les plus sévères, s'ils ne s'appliquent pas aux endroits où la contamination a lieu, à quoi ils servent, ces normes-là? Donc, ils s'adressent à qui les normes si à Rouyn-Noranda ne sont pas appliquées? C'est un peu ridicule, finalement. Donc, les habitants de Rouyn-Noranda, comme je disais, puis là, j'ai mis 30 contaminants, mais des nouveaux documents nous mènent jusqu'à 49 là, contaminants. Donc, on a le tableau périodique au complet là, dans les rues, dans notre corps, dans l'air. Puis, il y a même des nouveaux contaminants comme les terres rares hein, maintenant avec l'électrification, les batteries. Les terres rares, il n'y en a pas à Rouyn-Noranda. Il n'y a pas de gisement, c'est pas quelque chose que. Puis pourtant, on en a dans nos lacs. Puis il y en a dans le lac où on prend notre eau potable. Et en fait, on ne connaît pas assez les terres rares. Peut-être que ça fait rien, mais peut-être que c'est dangereux. On ne le sait pas. Fait qu'il n'y a pas comme de principe de précaution. Fait que c'est déjà rendu dans notre eau avant même qu'on sache si c'est dangereux ou pas. Puis en fait, il n'y a même pas de normes qui existent pour les terres rares. Puis il y a aussi l'effet d'addition ou de multiplication. Il me reste 5 minutes? OK, merci. Donc, c'est ça. Fait que les normes ont été calculées pour se dire, si toi, tu reçois de l'arsenic, voici ce qui se passe. Mais la norme n'a pas été calculée pour dire, si toi, si tu as du plomb, de l'arsenic, du cadmium, etc., qu'est-ce que ça fait? Donc, est-ce que ça s'additionne ou même est-ce que ça se multiplie? On ne le sait pas, en fait. On peut changer. On peut changer de diapo. Fait que rapidement, il y a des bonnes ententes. Il y a des bons côtés à l'entente ministérielle. Ah oui, il reste juste 2 minutes, je vais manquer de temps. Hein? OK. Donc oui, pour les autres contaminants, sauf l'arsenic, les normes vont être atteintes. C'est un bon point. Il va y avoir des limites journalières pour des contaminants, plus de diffusion de lecture, plus de transparence, si on veut. Fait qu'on le reconnaît, il y a des bons côtés, puis on ne voudrait pas que ça s'en aille là, si l'entente est remodifiée ou réaméliorée. On peut aller à la prochaine. Je vais y aller vraiment rapidement, mais c'est ça. Il y a aussi une zone tampon hein, que vous avez entendu parler, donc il y a des maisons qui vont être tassées. Puis on trouve que c'est comme une façon de se dire, bien, finalement, on ne demandera pas trop à la compagnie parce qu'en fait, on va tasser les maisons. Puis on trouve que ça s'est fait d'une façon terrible. Je vais y aller rapidement, là, je manque un peu de temps. Mais c'est ça. Fait qu'on ne veut pas qu'une zone tampon, ça devienne un prétexte pour en faire moins. Ça ne fait pas de sens. Ce qu'on veut, c'est que les normes soient respectées, tout simplement. Ouais, on peut avancer aussi. Fait que je vais parler rapidement de notre mobilisation qui est très riche, qui ressemble beaucoup, comme je disais, à la mobilisation 6600, qui est très large.
Il y a beaucoup de groupes qui se sont impliqués. On peut changer de diapo. Donc, Comité AREC a commencé dès 2019. Donc, c'est un peu comme on dit toujours, c'est notre maman, c'est notre groupe qui a tout documenté, qui a lu tous les rapports. Donc, c'est très, très précieux. Ils ont pris vraiment comme un rôle de documentation. Puis, Mères au front, à peu près depuis 2 ans, naturellement, on a pris le rôle plus des mobilisations, d'organiser les soirées, les marches, etc. Mais on travaille en très, très forte collaboration. Puis, il y a plein de groupes qui ont émergé. Donc, Mères au front, je ne le lirai pas, mais c'est un groupe que vous connaissez qui est national. Donc, nous, on est comme, le groupe de Rouyn-Noranda, mais on a un national aussi, fait qu'on a beaucoup d'appui de leur part. C'est ça. Fait que comment qu'on se développe une stratégie? Tu sais, nous, on est des citoyennes, on n'est pas des expertes, on connaissait pas ça, là, des nanogrammes, puis de l'arsenic, puis une fonderie, c'est quoi? Fait qu'évidemment, on s'est énormément documenté. Fait que c'est comme une façon, déjà, comment on fait pour avoir une mobilisation, c'est qu'il faut comprendre. Dans le fond, que ce contre quoi on lutte. On a bien compris le rôle des instances aussi. Pardon. Donc, quand on a l'hôtel de ville, quand on a le conseil municipal, les députés, qui fait quoi? Il a tout fallu comme comprendre ça, puis apprendre ça, c'est comme super important. Donc, on est des citoyennes et citoyennes qui subissent une situation. On n'est pas des experts. Puis, dans le fond, plus on a de connaissances, évidemment, plus on devient redoutable et fort. Excusez-moi, c'est que ma voix me quitte. Donc, c'est un court aperçu de tout ce qu'on a fait dans la dernière année et demie. Énormément de choses. On a participé à des documentaires, des entrevues, des présentations, des soirées citoyennes, des quiz, des marches. C'est comme assez incroyable, des formations. Fait qu'il y a une diversité des tactiques incroyables. Puis on travaille beaucoup en ce moment à se tisser des solidarités justement avec les autres luttes au Québec parce qu'on lutte toutes un peu finalement contre la même chose. Je pense que je vais avoir besoin d'eau. On lutte toutes contre la même chose, contre la même mentalité, philosophie, tu sais, qui est le capitalisme, qui est l'extractivisme. Donc, on se rend compte qu'on ne doit pas rester isolé. À Rouyn-Noranda, on est loin, mais au final, on vit toute la même chose. Fait que c'est comme tous les alliés qu'on est en train de développer des liens avec des artistes aussi. Fait que ça, c'est très, très précieux. Puis justement, on se sent moins loin de dire on est à Rouen, on est loin, on est tout seul. Merci. C'est ça. Puis Mères au Front national, ils ont beaucoup décidé de prendre le dossier de Rouyn-Noranda, d'en faire une campagne super importante. Il y a le projet Porte-Voix que vous avez peut-être déjà entendu. Donc, c'est des artistes qui ont un T-shirt, puis dans le fond, qui vont prendre la parole à des moments précis. Donc, eux, ils prennent le rôle... En fond, ils prennent la tribune qu'on ne donne jamais aux scientifiques. Donc, ils ont discuté avec des scientifiques. Ils se disent, ben nous, on a le micro comme personnalité connue. Donc, on va dire ce que peut-être on ne laisse jamais la place aux scientifiques de dire. Fait que c'est super intéressant. Puis Rouyn-Noranda, ben, ça fait qu'on reste dans l'actualité, fait qu'on l'apprécie énormément. C'est ça. Est-ce qu'on est un mouvement anticapitaliste et libertaire? C'est aussi une question. On est évidemment un mouvement sans hiérarchie, très démocratique. Je pense qu'on parle de plus en plus qu'on lutte contre le capitalisme. C'est quelque chose qu'on osait peut-être moins dire puis qu'on dit assez ouvertement. Fait que je pense que oui. Mais en même temps, c'est très, très, très diversifié. Il y a des gens de tous horizons. Puis il n'y a pas comme... C'est ça, il n'y a pas de carte de membre. Il ne faut pas faire partie d'un parti politique. On ne vérifie pas ça. Là, au fond, le but, c'est juste... On respecte la diversité des tactiques. Mais oui, je pense qu'on est quand même... on fait une démocratie directe, là, évidemment. Puis c'est ça. La vie avant les profits, je pense que c'est ça le plus important. On s'est dit, en fait, notre santé devrait passer avant tout ça. Donc, est-ce qu'on doit respecter des lois injustes quand elles nous mettent en danger? On est rendu là dans notre réflexion. Donc, comme je vous disais, ça fait 1 an et demi qu'on fait des actions, de la pétition à la marche, à rencontrer le député, à aller au conseil de ville. Puis à un moment donné, on se sent vraiment, vraiment, vraiment pas entendu. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça quand toutes ces actions-là ont été tentées, ont été faites? Où en sommes-nous rendus? Puis en novembre, notre mouvement, dans le fond, on a comme une journée de réflexion avec tous les groupes impliqués, puis ça va être un peu ça, de se dire, est-ce que l'année prochaine, on refait une marche, une pétition, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je trouve que ça laisse vraiment, parce qu'en fait, on lutte contre quelque chose d'énorme, puis on n'a pas la réponse, on n'a pas la solution, on essaie des choses, mais c'est ça. Fait que la question est comme ouverte de comment on fait, en fait, pour remporter notre lutte. C'est une bonne question, mais on continue à y travailler. Voilà. Merci. Merci.
merci beaucoup, beaucoup, Isabelle, pour la présentation. Donc, c'est ça, on voit, comme ce que tu disais en conclusion, c'est exactement ça. On voit que c'est des points en commun également entre ces deux exemples de mobilisation qu'on vous a exposés aujourd'hui. C'est des cas de lutte où est-ce que tout a été fait, lettres aux élus, pétition, mobilisation, action directe. Puis deux exemples de lutte aussi où est-ce que l'ennemi, je dirais, est clairement identifiable. Il y en a un qui c'est Marc Riche, l'autre c'est Raymond Logistique et sa logique qui organise le territoire. Donc, c'est ça. Donc, on a des visions qui s'opposent, on a des luttes qui se ressemblent aussi également dans leur approche du soin, dans l'attention qu'ils accordent également de prendre soin les unes des autres, les uns les autres dans la lutte. Puis aussi, c'est des exemples parce que on a vu, c'est dans le fait d'être ensemble, de se mobiliser, qu'il y a des choses qui se créent aussi. Quand on parle de monde habitable, quand on parle de vie vivable, ça se crée également à l'intérieur même des mobilisations. Puis c'est ce genre de réflexion qu'on pourrait approfondir maintenant dans la période de questions.